était une trentaine quand je suis arrivé chez Evaneos. On est 180 aujourd'hui, donc il y a eu une croissance importante de la taille d'équipe et une croissance encore plus importante du chiffre d'affaires. L'année dernière, par exemple, on a eu près de 100 000 paiements voyageurs, donc il faut bien réconcilier en compta. Evaneos, c'est une marque qu'on connaît tous et donc super content de pouvoir creuser ce qu'il y a sous le capot d'un point de vue finance, parce qu'on va le voir, il y a plein de sujets passionnants. Sans révéler tous nos secrets, on a réussi à mettre en place un système qui permet à tout le monde d'être sécurisé sur le taux de change. Aujourd'hui, je comprends que Evaneos est une société profitable. Concrètement, c'est quoi la suite c'est quoi la vision pour les années à venir? Et la vision, je pense, c'est de continuer. Bonjour à tous, bienvenue dans Le Nerf de la Guerre, le podcast destiné à booster la gestion financière de votre entreprise. À chaque épisode, vous retrouverez, j'espère, un condensé de conseils super pratiques et de stratégies concrètes pour optimiser vos finances et prendre des décisions éclairées. Le Nerf de la Guerre, c'est un podcast que j'ai pensé pour les CEO et les CFO en quête d'efficacité et dans lequel je partagerai avec mes invités tous ces sujets de gestion financière sans jargon et sans détour. Pour me présenter rapidement, je suis François Mingeot, cofondateur et CEO de Figure, une solution SaaS de cash management pour les PME. Avant de monter Figure, je travaillais déjà dans le secteur de la finance. Plus précisément, je travaillais dans la banque d'affaires chez HSBC à Paris. Donc j'ai toujours baigné dans ce milieu entre finance et entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de monter ce média, ce podcast, Le Nerf de la Guerre, pour pouvoir partager avec le plus grand nombre toutes les conversations passionnantes que je peux avoir au quotidien avec des CEO, des CFO ou avec n'importe qui d'ailleurs sur les sujets finances d'entreprise. Avant de commencer l'épisode, je vous demande juste, comme d'habitude, un tout petit service, un petit like, un commentaire, un partage. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast qui, comme vous le savez, est encore tout jeune. Allez, sans plus attendre, j'accueille maintenant mon invité du jour, Benoît Guigou, CFO d'Evaneos. Bonjour François. Bonjour Benoît, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à l'invitation. Je suis super content qu'on puisse faire cet épisode parce que Evaneos, c'est une marque qu'on connaît tous et donc super content de pouvoir creuser ce qu'il y a sous le capot d'un point de vue finance, parce qu'on va le voir, hein, il y a plein de sujets passionnants, mais peut-être avant de plonger dans tout ça, je vais te laisser te présenter, nous présenter ton parcours, si ça te va. Super, merci François, ravi d'être là aujourd'hui. Donc moi j'ai une vingtaine d'années d'expérience en finance. Je suis sorti d'école de commerce et j'ai commencé par une première expérience dans un cabinet Ernst & Young pour accompagner des sociétés qui étaient en difficulté, qui avaient des problèmes de trésorerie notamment, et faire également des due diligence pour des fonds ou des corporates. J'ai ensuite passé 4 ans dans un fonds de LBO majoritaire, donc qui investissait au capital de belles PME françaises. J'ai ensuite rejoint La Grande Récré, le groupe Plus d'Indo, donc connu en France sous le nom de La Grande Récré, pour accompagner les sociétés dans sa politique de croissance externe. Voilà. Et je suis arrivé en 2014 chez Evaneos, donc marketplace de voyage sur mesure. Ok. Bon, le parcours passionnant, et je pense que sur chacune de tes expériences, on pourrait presque faire un épisode à part entière. Malheureusement, il faut faire des choix et on va essayer de tenir à peu près 1 heure. Et donc, on va plutôt se concentrer du coup sur Evaneos et décrypter les enjeux de ton quotidien de CFO chez Evaneos. Pour ceux qui connaissent pas ou qui connaîtraient pas, ça m'étonnerait, mais qui connaîtraient de loin uniquement Evaneos, est-ce que tu peux nous réexpliquer qui vous êtes et ce que vous faites? Alors Evaneos a été créé en 2009. C'est une marketplace, donc place de marché, qui met en relation des voyageurs européens vers des agences de voyage locales. Donc on a un réseau de 600 agences locales basées à destination qui vont vous aider à préparer vos vacances de rêve, donc des voyages itinérants à la découverte des populations locales et hors des sentiers battus. Donc c'est la particularité, c'est d'aller chercher de pouvoir s'appuyer sur l'expertise locale pour vraiment faire des voyages différents de ceux qu'on peut trouver par ailleurs. Ok, donc d'un point de vue modèle économique, pour rentrer petit à petit dans les sujets finances, si je comprends bien, vous facturez des voyageurs qui sont des consumers, c'est du B2C, et vous reversez une bonne partie de ce qui est encaissé côté voyageurs aux agences locales, en prenant évidemment une commission pour cette valeur ajoutée de mise en relation de marketplace. Exactement, ouais, c'est exactement ça le modèle. C'est
Vous allez sur notre site evaneos.fr, vous choisissez une destination, un type de voyage que vous avez envie de faire. Et quelques secondes après, on va vous connecter à ce qu'on pense être l'agence locale la plus pertinente pour votre projet de voyage. Vous allez interagir ensuite pendant quelques jours via email, via visio avec cette agence, jusqu'à la réservation. Et au moment de la réservation, effectivement, c'est là où nous, on va, en tant que marketplace, facturer notre commission, finalement, une sorte de commission d'apporteur d'affaires, qui représente à peu près 15% du prix du voyage. Donc, si vous réservez 1 000 €, finalement, vous allez payer 1 000 € à Evaneos, et nous, on reversera à l'agence locale 1 000 € moins notre commission, on va dire de 150 €. Donc, on reversera 850 € à l'agence locale. Ouais, ok. Ok, c'est super clair. Et pour bien comprendre l'aspect différenciant de ce modèle que vous avez créé, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui vous différencie d'une agence traditionnelle et qui explique, parce qu'on on va en parler, mais vous avez levé pas mal de fonds. Qu'est-ce qui a attiré, qu'est-ce qui a suscité l'intérêt des fonds qui ont mis de l'argent chez vous? Je pense que la très grande différence chez Evaneos, c'est finalement notre capacité à vous connecter de manière directe avec la personne qui va réellement organiser votre voyage, qui va être sur place 365 jours par an. Donc, qui va avoir accès à une largeur d'offres absolument extraordinaire et surtout être au courant, voilà, de l'hébergement qui va être le plus adapté à vos besoins, du guide, du mode de transport, des expériences les plus uniques qu'on peut vivre à destination. Et c'est ça la particularité d'Evaneos, c'est ça l'élément différenciant majeur par rapport à une agence de voyage traditionnelle. C'est que vous allez avoir accès en direct à la meilleure offre possible, au meilleur prix possible. Et vous êtes déjà plongé dans le voyage avant même d'y être, quelques mois avant d'être sur place. Vous êtes déjà en connexion directe avec quelqu'un sur place. C'est ça la grande force. Ouais, ok. Et il y a donc c'est à la fois que tu vas proposer de ce côté très immersif, une expérience hyper originale. Donc en somme, une expérience utilisateur assez unique dans le sens où elle est authentique. Mais c'est aussi, j'imagine, ce modèle de marketplace là où il y a l'agence de voyage traditionnelle va embarquer toute une structure sur place où ça va être leurs propres agents avec toute la structure de coûts associés. Je pense que ce modèle, pour appeler Asset Light, je sais que c'était le terme à la mode chez Accor, notamment quand ils avaient fait toute leur restructuration. C'est quelque chose qui a plu d'un point de vue financier, qui est dans l'air du temps entre 2015 et maintenant, quoi. Ouais, exactement. Je pense que c'est le modèle qui finalement a fait la réussite d'acteurs dans le travel comme Airbnb, Booking, qui finalement sont des modèles de marketplace. Donc effectivement, avec beaucoup moins d'intermédiaires, beaucoup moins d'investissements lourds à faire pour créer la marque. Ça nous a permis d'être rapidement dans les 3 leaders en France en quelques années sur notre modèle, donc sur le voyage sur mesure. Et ce qui a beaucoup plu, je pense, aux investisseurs qui nous ont accompagnés jusqu'ici, c'est le fait de montrer qu'on était capable de répliquer notre modèle rapidement. On a commencé en Espagne, sur le marché émetteur espagnol, puis le marché italien, puis le marché allemand, le marché néerlandais. Et finalement, il n'y a pas tellement il n'y aurait pas tellement de limites dans les prochaines années à répliquer le modèle dans d'autres géographies. On pense naturellement à l'Amérique du Nord, même si c'est un peu moins à la mode actuellement, au marché asiatique qui est énorme sur le voyage sur mesure, qui devient très significatif. Et finalement, notre modèle de marketplace, il permet de répliquer ce qu'on fait déjà en Europe dans beaucoup d'autres régions du monde. Ouais. Donc, pour être sûr que je comprends bien, quand tu parles d'internationalisation, puisque quand on est dans le monde du voyage, évidemment, on pense depuis le début, vous envoyez des Français à l'international. Toi, quand tu dis on a lancé l'Espagne, c'est-à-dire que tu permets à partir de là d'envoyer des voyageurs espagnols, en plus des Français, à travers le monde. C'est bien ça? Ouais, exactement. Là, je parlais effectivement du marché émetteur, donc d'où viennent nos voyageurs. Ouais. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nous, 50% de l'activité vient du marché français, francophone. Puis ensuite, on a également des voyageurs donc, espagnols, italiens, allemands, néerlandais, qui représentent l'autre moitié de notre activité. Et question probablement bête, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce marché, mais quand tu lances l'Espagne, si tu es déjà en France, est-ce que tu peux t'appuyer sur ton réseau d'agences
locales chez lesquelles tu envoies tes Français, est-ce que tu peux envoyer tes Espagnols chez ces mêmes agences ou est-ce qu'il faut redévelopper des réseaux d'agences adaptés à ces nouvelles géographies? C'est une très bonne question. Ce qu'on a fait historiquement, c'est on s'est appuyé à moitié sur notre réseau notre réseau par exemple francophone, qui eux-mêmes peut-être ont des hispanophones dans leurs équipes, donc ils peuvent. Donc ça permet quand même d'avoir un premier noyau d'agences rapidement sur la plateforme. Ouais. Mais on est aussi allé chercher des agences très spécifiques au marché hispanophone, qui connaissent encore mieux les particularités de ce type de voyageurs. Et donc finalement, notre réseau, quand on a lancé l'Espagne, puis l'Italie, puis l'Allemagne, puis les Pays-Bas, le réseau était composé à la fois d'agences historiques, mais aussi de nouvelles agences qu'on est allé sourcer pour adresser spécifiquement le besoin de ce type de voyageurs. Ouais, ok. Autrement dit, le voyageur espagnol, le touriste espagnol, va pas forcément avoir les mêmes destinations déjà que le touriste français. Et puis sur place, quand bien même ils iraient aux mêmes endroits, ils n'ont pas forcément les mêmes habitudes ou les mêmes envies. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement. Il y a quand même des particularités au sein de l'Europe et dans des pays assez proches de la France finalement. Les Espagnols voyagent quand même différemment, les Italiens également, les Allemands. Chacun a ses particularités. Et donc, on veut créer un voyage le plus authentique, le plus local et donc adapté aux besoins locaux. Ok. Donc, pour finir de décrypter le business model, avant de partir vraiment sur la partie finance, côté agence maintenant, donc les agences que vous sourcez, c'est des agences qui sont indépendantes. Vous n'avez pas de lien capitalistique avec elles. Tout à fait. Et d'ailleurs, elles peuvent sourcer du business ailleurs que via Evaneos. Oui, tout à fait. Nous, d'ailleurs, on les encourage à avoir une activité qui ne vient pas que de Evaneos. Donc, en moyenne, on va représenter un tiers de leur activité, mais elles ont aussi d'autres canaux d'acquisition de clients finalement. Oui. Et une agence locale, c'est une structure, on va dire, de 5 à 15 personnes en moyenne, basée sur place, avec une expertise très forte, présente sur place depuis des dizaines d'années. Et donc, finalement, on travaille avec un réseau de 600, on va dire, TPE, qui sont présents dans une centaine de destinations. Ok. Bon, maintenant, on va essayer de zoomer un peu sur la partie finance. Il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder. J'ai noté le BFR, le placement de trésor, la gestion des devises, l'équipe, le cash. Bon, bref, on va essayer de balayer tout ça. J'espère qu'on aura le temps. Est-ce que, pour commencer, très basiquement, tu peux nous décrire la dynamique d'un flux financier, c'est-à-dire... Prenons l'exemple d'un Français qui part en voyage au Japon. Il paye, mettons que tu veux lui vendre, on va faire un schéma basique, il paye 100. On va pas dire 100 quoi, il paye 100. Au global, son voyage va lui coûter 100. Concrètement, ces 100, comment ils vont se découper, comment ils vont transiter, quelles devises ils vont être payés, c'est quoi la question est assez large, mais du coup, je prends un exemple très précis. On va le dérouler. Et effectivement, on a pas mal de particularités. La première particularité, c'est que notre voyageur, il va payer souvent en 2 ou 3 fois. On paye rarement un voyage sur mesure. On est quand même sur des paniers qui sont assez élevés. Et donc, le voyageur va payer déjà en 2 ou 3 fois. On va prendre simple, il va payer en 2 fois un acompte de 30%, puis un solde de 70%. Quand il va payer son acompte, donc on va encaisser l'acompte, 30%, et on va ensuite reverser ce flux d'argent à notre agence locale. Donc c'est là que tu lui verses... c'est là que tu prends ta commission. Et on prend notre commission à ce moment-là, en reversant le net finalement du paiement du voyageur moins notre commission. On va le reverser, on va le transférer à l'agence locale. Au moment du solde, là finalement on va récolter les 70 qui restent et on va transférer les 70 qui restent à l'agence locale, parce qu'on aura déjà pris notre commission sur le premier paiement. Oui. Donc tout ça se fait de manière assez fluide. La particularité, c'est que tu as pris un bon exemple, qui est l'exemple du Japon. On sait qu'on est dans une zone du yen. Et donc, il y a toujours un enjeu, bien sûr, sur la sécurisation du taux de change. C'est un enjeu essentiel dans le secteur du voyage, puisqu'on a des voyageurs, et c'est vrai pour le Japon notamment, qui vont réserver 4 à 6 mois avant d'arriver sur place. Ok, donc toi, ton acompte de 30%, tu le prends 4 à 6 mois avant le voyage. Exactement. Et donc, alors sans révéler tous nos secrets, mais finalement, on a réussi à mettre en place un système qui permet à tout le monde d'être sécurisé sur le taux de change euro-yen,
et donc qu'il n'y ait aucun aléa, que ce soit pour l'agence locale et pour le voyageur, sur une éventuelle fluctuation de taux entre le moment finalement où il fait son premier paiement et le moment où il arrive sur place. Ouais. Et comme on est dans un secteur à faible marge, c'est essentiel que tout le monde soit bien sécurisé sur finalement qu'est-ce qu'il va débourser, qu'est-ce qu'il va recevoir sur son compte bancaire. Ouais, parce que pour que tout le monde comprenne bien, le risque, c'est quoi? C'est que ton voyageur, il te paye 4 à 6 mois avant, donc il te paye 30, si je reprends mon exemple, en euros. Exactement. Donc son voyage, il lui coûte 100, on va dire 100 euros, évidemment, c'est plus. Il lui coûte 100 euros. Toi, tu prends 30, tu reverses 15 euros à ton agence locale, mais qui, elle, en fait, travaille en yens. Ouais. Toi, tu prends 15 euros. Mais donc, le risque, effectivement, pour que tout le monde comprenne bien, c'est qu'il y ait un dévissage du taux de change entre l'euro et le yen et que du coup, les 15 euros que tu payes à ton agence, en fait, ils valent finalement beaucoup plus ou beaucoup moins au moment où la prestation doit être délivrée 4 à 6 mois plus tard. C'est bien ça. Hein, exactement dans le pire ça. des cas, c'est ça qui peut... C'est exactement ça. Tu as très bien expliqué. Et c'est d'autant plus important qu'on est dans une période, on le sait tous, où les taux, les flux, enfin, les taux de change évoluent en permanence. Très peu de gens, je pense que personne d'ailleurs n'aura une vraie visibilité sur comment vont évoluer les taux de change à 3 à 6 mois. Ils sont soumis à beaucoup d'aléas, le comportement des banques centrales locales, les événements géopolitiques qu'on connaît. Et donc, c'est essentiel de pouvoir sécuriser tout le monde sur le taux de change. Et alors, sans révéler les secrets industriels, mais toi et moi, on est des financiers. Pour autant, on n'est pas spécialistes, je pense, ni toi ni moi, du FX, qui est un métier à part entière. Du coup, concrètement, comment tu fais quand tu es CFO d'une boîte comme Evaneos pour être serein sur ce genre de sujet qui t'aide, qui te rassure par rapport à ça? Et exactement. Alors, effectivement, il y a un système qui s'appelle le système de la couverture de change, où finalement, on prend un engagement à un horizon de temps donné d'acheter un montant de devises donné. Et donc, pour tous ceux qui finalement sont exposés à des sujets de devises, c'est un mécanisme qui est très utile, puisqu'il permet de se couvrir. Donc, il faut se tourner vers sa banque, qui connaît bien ces mécanismes-là, éventuellement leur salle de marché. En tout cas, ils sont toujours des experts sur la devise et pourront nous accompagner si c'est des sujets qui vous intéressent sur la mise en place de couverture de change, notamment si vous faites des achats de matières premières à l'autre bout du monde. Voilà, c'est des éléments qui sont essentiels pour sécuriser sa marge. Ouais, je le dis pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent être susceptibles d'être sur un business où je commence à être exposé à du change, même de manière très simple. Hein, j'en sais rien. Je suis une boîte française, j'ai toujours travaillé uniquement en euros. Et puis, je sais pas, parce que je me suis exporté ou parce que je commence à travailler avec des providers à l'étranger, je commence à être exposé dans un sens ou dans l'autre au dollar. Attention, parce que ça peut bouger. En tout cas, sur certaines devises, ça peut bouger. Et dans certains cas, c'est pas neutre. Donc, renseignez-vous parce que il y a des gros enjeux derrière tout ça, clairement. Est-ce que je dis une bêtise si je dis que Evaneos a un BFR structurellement négatif? Non, tu as raison. On est dans une situation effectivement avec les flux que tu as décrits, effectivement, dans un BFR négatif, donc ce qui est quand même une grande force. Tu encaisses avant de décaisser. Si tu fais très simple, tu encaisses au moins la partie à compte avant le moment où tu décasses. Et du coup, ça, c'est une vraie force. Hein, on en parle souvent dans ce podcast. BFR positif, ça veut dire que la croissance génère un besoin de cash, donc il faut trouver un moyen de le financer. BFR négatif, c'est l'inverse. Donc, la croissance génère du cash. J'allais dire un truc un peu bête, le cash génère du cash, j'imagine, puisque dans un contexte de taux élevé comme celui qu'on a depuis quelques années, j'imagine que ce cash généré par ce BFR positif, il est placé. Je cherche à l'optimiser d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé depuis 2-3 ans. C'est de trouver effectivement les bons supports, les bons placements, sans prendre de risques. On n'est pas pas de risque sur le capital, oui, mais donc on passe plus de temps qu'il y a 3-4 ans où les taux étaient proches de zéro. On passe du temps désormais chaque semaine à arbitrer sur les bons placements. On s'appuie aussi sur les banques. Je pense que
un monde encore à part, hein, le placement de trésorerie, c'est un monde en soi. Et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, solliciter sa banque. En fait, je pense que de manière générale, on ne se tourne pas assez vers eux et je pense qu'ils peuvent être de très bons conseils dans tous les domaines qui sont à chaque fois assez techniques. Et donc, pour un CFO, pouvoir s'appuyer sur des banques qui jouent un vrai rôle de conseil, je pense que c'est très précieux. On en parlait sur la devise, sur les taux, c'est exactement pareil, sur la dette, voilà, je pense qu'il y a des bonnes expertises au sein des banques. Il ne faut pas hésiter, quand on est CFO, à se tourner vers ces banques. Ouais, complètement. Et alors, j'imagine, c'est quoi? C'est des produits type compte à terme, dépôt à terme, où in fine, tu places sur des produits considérés sans risque, des bons du trésor, sur de la dette souveraine? Ouais, c'est ce qu'on a fait au début. Ensuite, on allait chercher des produits peut-être un petit peu plus compliqués, mais toujours avec une garantie en capital. Ok. Mais qui permettent voilà, de profiter de la bonne situation sur les taux et puis de sécuriser des choses à horizon 3-4 ans. Voilà. Donc après, il faut toujours, je pense, être curieux de savoir où est-ce qu'on en est sur l'évolution des taux. Personne n'a de boule de cristal, mais il y a quand même des moments où il faut savoir aussi prendre se dire qu'on est sur des taux élevés. C'est là où l'expérience de quelques années permet de voir qu'on était dans des situations de taux quand même très élevés il y a 12-18 mois. Donc voilà, donc il faut savoir aussi saisir des opportunités à certains moments quand la fenêtre nous paraît quand même plutôt favorable. Ok. Et je me permets de vous interrompre quelques petites secondes dans votre écoute. Si ce podcast existe, c'est grâce à Figure qui le produit. On a créé Figure en 2020 avec mon associé Geoffrey pour simplifier et automatiser la gestion de trésorerie des PME. Que vous soyez dirigeant ou financier, Figure devrait vous intéresser. Pour faire simple, l'objectif de Figure, c'est de vous donner une vision à 360 degrés sur votre situation financière. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui en matière de position de trésorerie? Comment est-ce que j'en suis arrivé là? C'est-à-dire comment est-ce que ma trésorerie a évolué sur les semaines et les mois passés? Et comment est-ce que je peux me projeter sur les semaines et les mois à venir en matière de position de trésorerie future. Donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va synchroniser automatiquement toutes vos données, comptables et bancaires, les agréger au sein d'une même plateforme, les traiter automatiquement pour automatiser tout ce qui peut l'être en matière de suivi et prévision de trésorerie et vous permettre d'intégrer vos propres prévisions grâce aux fonctionnalités intégrées. Alors je sais que vous adorez Excel, et moi aussi honnêtement, mais sur un sujet comme la trésor, très sincèrement, Figure va bien plus loin et vous fera gagner un temps fou. Si vous voulez voir plus précisément comment Figure pourrait vous aider, je vous mets dans la description 2 liens. Un lien pour prendre rendez-vous avec moi pour que je vous fasse découvrir l'ensemble de la plateforme, ou si vous préférez découvrir Figure tout seul, tranquillement de votre côté, un lien vers une vidéo démo complète. Allez, je vous dérange pas plus longtemps et on reprend cet échange super intéressant. Et bah, sans transition, j'ai envie de parler un peu de ton équipe maintenant, parce que on voit pas mal de sujets à gérer, donc j'imagine que tout ça... c'est beaucoup de travail. Raconte-moi un peu, c'est quoi l'équipe que tu as autour de toi pour gérer tous ces sujets finance chez Evaneos? Alors aujourd'hui, j'ai une équipe d'une quinzaine de personnes en tout, avec, il faut le séparer, une équipe finance de 5-6 personnes, du legal pour 2 personnes, et puis une équipe data analyst, product analyst, à hauteur de 7 personnes. Ok. Que tu gères, est-ce que tu les gères tous en direct ou tu as mis en place une sorte de mécanisme de management intermédiaire? Oui, on a 3 en fait dans les chiffres que je donnais. Il y a 4 leaders en fait qui chapeautent chacun une partie de l'équipe. Ok, donc sur chaque pôle à peu près. Exactement. Tu as un manager. Ok, c'est super intéressant. Alors, sur la partie compta finance, j'ai envie de dire logique pour un DAF d'avoir cette partie-là sous son scope. Sur la partie légale et data, ça peut sembler plus étonnant, en tout cas pour des gens qui ne sont pas forcément habitués au fonctionnement d'une direction financière. Donc, le légal, je t'avoue que t'étais pas le premier à me dire bah oui, je suis DAF et sous mon giron, j'ai la partie légale. Et d'ailleurs, c'est pas forcément mon sujet de prédilection à la base. Et la partie data, pour le coup, je crois que c'est une des premières fois que je la vois regroupée sous la DAF. Oui, tout à fait. La data, je pense que c'était un peu atypique. Il y a eu un moment où on itère régulièrement sur les meilleures organisations data. Je pense que c'est pas toujours évident de trouver où mettre les équipes. Les équipes data, elles sont très transverses par nature. Ce qu'on voulait essayer de créer, c'est des synergies entre finalement une équipe finance qui a peut-être une vision assez macro, mais aussi, et finalement ce qui se passe au niveau macro dans les équipes product ou dans les équipes business, en s'assurant aussi d'une cohérence de la data
de bout en bout, c'est-à-dire entre je sais pas, l'évolution du trafic sur le site ou de la conversion, l'engagement des coûts marketing, finalement, jusqu'au compte de résultat de l'entreprise. Et finalement, souvent, il peut y avoir des écarts finalement entre les perceptions et les visions. Et du coup, le fait finalement que ce soit regroupé au sein d'une seule et même équipe, ça permet d'avoir une vision très transverse de ce qui se passe. Et finalement, on arrive à très bien traquer chaque euro dépensé jusqu'à sa contribution sur la croissance d'Evaneos. Ok. Et donc, je crois que quand toi, tu es arrivé en 2014, tu me disais, à ce moment-là, tu es la première personne dans l'équipe finance au sein d'une équipe globale chez Evaneos qui faisait une trentaine de personnes, c'est ça que tu m'avais dit? Ouais, exactement. On était une trentaine quand je suis arrivé chez Evaneos. On est 180 aujourd'hui, donc il y a eu une croissance importante de la taille de l'équipe et une croissance encore plus importante du chiffre d'affaires. Et effectivement, moi, j'ai créé la fonction au départ finance juridique. Donc voilà, avec une casquette de CFO. Donc j'ai constitué l'équipe progressivement avec des profils certains assez juniors, d'autres qui apportaient un peu plus de seniorité, un peu plus d'expérience pour nous aider vraiment dans la phase de scale à mettre en place tout ce qu'il fallait pour créer une croissance vertueuse et saine dans le temps. Et comment tu as séquencé justement la construction de cette équipe? C'était quoi les différentes briques et dans quel ordre tu les as mises? On a commencé par la partie plutôt finance, mais finalement la partie au sein de la finance, on a deux petites équipes. Il y a une partie qui s'occupe plutôt de tout ce qui sont les flux marketplace. Ouais. Donc l'année dernière, par exemple, on a eu près de 100 000 paiements voyageurs. Donc il faut bien réconcilier en compta. Et puis, donc ça, c'est la partie flux encaissement voyageurs, facturation de nos agences locales, facturation des commissions, on en a parlé, puis transfert chaque mois à notre réseau de 600 agences locales, dans une vingtaine de devises. Donc, donc ça, c'était limite de la finance, mais de la finance opérationnelle. Ça, t'en avais besoin pour faire tourner... Exactement, ouais. Donc finance très liée finalement au métier de marketplace, avec l'encaissement pour compte de tiers et le transfert aux quatre coins du monde. Donc, on a commencé par ça, en fait. C'était un peu le nerf de la guerre, pour reprendre le titre de ton podcast, dans notre métier de marketplace. Puis, on a structuré la partie, je dirais, plutôt un peu plus classique, comptabilité, puis contrôle de gestion. Donc finalement, on l'a fait plutôt en séquence, en s'appuyant sur la comptabilité par de l'interne, aussi un expert comptable historique, en fait, qui nous aide encore un petit peu sur certaines missions. C'est-à-dire qu'en 2014, tu es arrivé, il y avait un expert... Enfin, la comptabilité était 100% externalisée. Exactement. Et progressivement, donc tu as mis en place ce pôle finance, puis tu as progressivement internalisé la compta. Exactement. Aujourd'hui, on a internalisé 80% de la comptabilité. Mais on a encore laissé un petit volet auprès d'experts comptables, ce qui est toujours aussi un filet de sécurité et toujours intéressant. Si je rentre un tout petit peu dans le détail, c'est quoi le périmètre des 80% qui sont internalisés et le périmètre des 20% qui sont externalisés? On va dire 80%, on essaie de préparer une information comptable de qualité, et l'expert comptable va nous aider sur finalement le bon import de la data, bonne vérification aussi avant de l'import, mais une bonne intégration de ces flux dans la comptabilité, et aussi sur toutes les démarches fiscales qu'il faut faire, notamment liées à la TVA et autres. Qui sont des besoins un peu spécifiques. On n'avait pas forcément l'expertise, nous, en interne. Et on est content de le faire avec main dans la main avec l'expert comptable. Sur la partie légale, maintenant, raconte-nous un peu comment l'équipe est structurée et surtout, toi, comment tu la gères, sachant que c'est pas, j'imagine, ton sujet de prédilection à la base, toi qui est plutôt financier au départ. Je suis financier, mais effectivement, alors légal, on a 2 personnes aujourd'hui. En fait, le légal est très important chez nous parce que en tant que marketplace, on est une marketplace, on vend des produits, on va dire, relativement complexes avec des paniers assez élevés, et du coup, jouer notre rôle de tiers de confiance dans la sélection des agences locales au début, ce qui est un peu le cœur du métier, ça passe aussi derrière par, au niveau juridique, sécuriser la relation entre le voyageur et l'agence locale, offrir toutes les garanties nécessaires. Et donc, finalement, le légal est vraiment quelque chose qui est clé chez nous dans, je pense, la croissance d'Evaneos, sa reconnaissance, sa notoriété, son sérieux. Ça passe aussi derrière par une gestion juridique fine et sécurisante pour finalement que ce soit les agences locales ou les voyageurs. C'est intimement lié à tous les aspects finance, notamment finance opérationnelle, facturation. Exactement. Ok.
Ok, ok. Et data, enfin, donc sous ta houlette la partie data, ça pareil. Alors, on dit, si on regarde de très loin, on peut se dire, bon, la finance, c'est des chiffres, la data, c'est des chiffres aussi, mais en fait, c'est quand même deux métiers qui sont à la base pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, en data, c'est des métiers de gros spécialistes et c'est des métiers à part entière. Comment toi, tu arrives à les appréhender, toi qui, encore une fois, est pur financier à la base? Alors, moi, je ne me considère pas comme un expert de la data, mais donc je peux m'appuyer sur deux leaders donc, dont c'est l'expertise. Et je pense que finalement, ce que je peux apporter, c'est cette liaison entre l'ambition, on va dire, de croissance, de rentabilité d'Evaneos, et finalement, comment on va réussir à délivrer cette croissance-là, Ouais. qu'on a écrit dans le business plan, et on aime bien tenir nos plans, et c'est ce qu'on a plutôt fait historiquement, modulo forcément les années Covid qui étaient quand même un peu particulières, mais sinon, on a une bonne culture financière interne, une bonne culture aussi de prévision, et bah, la data est centrale, et le bon pilotage de la data est central pour optimiser nos performances au quotidien sur nos sites et finalement délivrer le plan de croissance qu'on veut délivrer. Ouais, encore une fois, intimement lié au pilotage du compte de résultat et donc à la finance. Exactement. Et c'est vrai que dans le secteur e-commerce, dans le secteur du voyage, on est des secteurs qui ne sont pas forcément à très forte marge. Et du coup, le pilotage des bons investissements au bon endroit, au bon moment, sur le bon canal, sur le bon device, finalement sont clés dans l'histoire de croissance, l'histoire de rentabilité qu'on est en train d'écrire. Ouais, donc tu travailles, j'imagine, au-delà de ce périmètre opérationnel, main dans la main, notamment avec les équipes marketing qui sont. C'est critique, ouais, c'est critique. Les équipes commerciales, les équipes marketing, effectivement, qu'on décide d'allouer ensemble les ressources au bon endroit, quoi. Ouais, ok. Vous avez, on l'a décrypté hein, quand on a décortiqué un peu votre business model, vous encaissez beaucoup d'argent, séquencé dans le temps, vous prenez une commission, vous reversez, il y a de la devise, bon bref, c'est tout ça, ça entre et ça sort de plein de côtés et sous plein de formats. Je suis curieux de savoir comment concrètement vous gérez tous ces flux. J'allais dire comment vous gérez votre cash parce que j'ai ma casquette fondateur de Figure, mais en fait, c'est même plus large que ça chez vous. C'est comment vous gérez tous ces flux, quoi. Oui, c'est une vraie complexité. On a essayé de mettre en place, je pense, des process internes. On a développé un back-office sur la partie flux marketplace, encaissement, transfert aux agences locales. On a la chance chez Vaneos d'avoir un vrai ADN tech. Et on a eu une équipe du coup de 4-5 personnes finalement qui nous a aidé à construire un peu from scratch une plateforme qui était réellement adaptée à nos besoins métiers. Donc ça, je pense que c'est aussi une des clés dans la qualité de l'information qu'on délivre financière, c'est d'avoir pu travailler aussi sur main dans la main avec une équipe tech qui comprenait bien nos enjeux financiers. On a réussi à les embarquer là-dedans et à la fin de créer un produit vraiment fiable sur la partie plateforme de paiement. Ok. Et ça te permet d'avoir un dashboard qui te donne une vision centralisée sur l'ensemble de tes flux entrants, sortants, savoir où est-ce que tu en es, où est-ce que tu vas, où est-ce que malgré tout, tu continues à faire du pilotage sur Excel ou sur un autre outil Oui, on utilise un outil qui est finalement assez transverse qui s'appelle Looker et qui permet finalement d'extraire des données, mais qui sert aux équipes commerciales, aux équipes. Donc, c'est un outil de data visualisation. Il faut que la data en amont soit de bonne qualité, mais il permet ensuite de mettre en place les dashboards qui vont bien. Honnêtement, on aime bien Google Sheet, Excel pour ceux qui sont sur Microsoft Office, mais on pilote encore certaines choses sur Google Sheet. L'avantage de l'outil, c'est qu'il est maîtrisé par un grand nombre de personnes. Il est assez intuitif. Qui permet du collaboratif aussi, c'est-à-dire qu'on peut être plusieurs à travailler au même moment sur des onglets différents d'un fichier. Donc voilà, je pense qu'on va continuer à se professionnaliser sur la partie outils, mais voilà, après c'est une question à un moment dans le choix des outils. Je pense qu'il faut mesurer la valeur que ça va apporter, mesurer aussi le temps que ça va mettre à déployer. Et finalement, les gains qu'on va faire derrière d'efficacité, de qualité de l'information,
de sécurité de l'information aussi, hein, parce Oui. que je pense que c'est sujet, ouais. des enjeux qui sont super importants. Donc voilà, on est toujours en alerte un peu sur les outils du marché, Ouais. sur ce qui se fait de bien. Ça évolue vite, c'est un marché sur lequel il y a un certain nombre d'outils et voilà, on a à cœur d'essayer de trouver vraiment l'outil qui est le plus adapté à nos problématiques propres, à notre phase de croissance aussi. Ouais, ok. Sur la partie trésor, j'en ai un à te conseiller. J'en ai entendu beaucoup de bien. Non, en tout cas, tu as dit un truc super intéressant sur la partie client. Vous avez développé votre propre outil, tu as utilisé le terme de back-office. Ça m'interpelle parce que, à deux titres, c'est comme tu dis, il y a pas mal d'outils sur le marché et pourtant, tu n'as pas trouvé ton bonheur. Sinon, tu n'aurais pas sollicité ton équipe tech pour construire votre propre produit. Et en fait, t'es pas le premier à me dire ça. Je pense notamment à Olivier Saez, qui est CFO d'une startup espagnole d'ailleurs. Et qui, pareil, alors c'est plus ou moins une logique de marketplace. Ils ont des problématiques d'encaissement, reversement, etc. Avec énormément de volume de flux de facturation. Qui du coup en fait n'a pas trouvé mieux comme toi que de développer son propre système. Est-ce que tu peux m'expliquer vous le cheminement que vous avez eu déjà pour arriver à cette conclusion de en fait non, on n'a pas le choix, il faut développer chez nous? Je pense que on a essayé de dessiner sur une feuille blanche un peu la solution idéale qu'on voudrait avoir pour gérer notre business et notamment notre partie encaissement, facturation, transfert, gestion de la devise. Voilà, et on a regardé ensuite les solutions qui existaient sur le marché. On n'a pas trouvé on n'a pas trouvé de produit qui était aussi sur mesure que ce qu'on voulait. Et donc on s'est dit il faut investir chez nous en interne sur ce sujet-là. C'est assez critique, il n'y a pas de solution existante sur le marché qui fera ce qu'on veut faire. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est devenu aussi un vrai avantage concurrentiel dans notre croissance, c'est de maîtriser nous-mêmes finalement cette technologie. Ok. Donc voilà, et demain, en fait, ça nous permet une agilité en interne. Le paiement, c'est aussi une occasion de monétiser d'autres services périphériques. Je pense que si on n'avait pas maîtrisé en interne ce back-office, cet outil, on n'aurait pas la même agilité, la même facilité à aller générer des revenus complémentaires. C'est un final de actif paiement que vous avez construit, ce qui est pas forcément instinctif, parce qu'on se dit la finance, ils sont gentils, mais c'est perçu en tout cas à tort selon moi comme un centre de coût. Et donc j'imagine que toi, tu as dû un peu argumenter pour convaincre en interne de dire je vais prendre X dev pendant X temps pour développer cet outil, quoi. Oui, complètement. C'est un débat régulier qu'on a en interne. Après, quand on fait les comptes, finalement, en fin d'année, on se dit que c'est un des meilleurs investissements qu'on ait fait. Ok. Puisqu'aujourd'hui, notre plateforme de paiement est devenue une vraie source aussi de diversification dans le modèle d'Evaneos. Donc, on en est particulièrement fiers. Et je pense qu'à nouveau, c'est lié au fait qu'on a, je pense, su bien comprendre les besoins qu'avait le marché. Et ensuite, en interne, construit de par nous-mêmes, avec nos propres ressources, finalement, l'outil qui collait exactement à ce qu'attendait le marché. Ok. Et donc, concrètement, quand vous avez acté cette décision de le développer en interne, toi, tu as pris une casquette de PM finance pour piloter une équipe de dev. Il y a besoin de combien de devs, pendant combien de temps, à peu près, juste pour avoir un ordre de grandeur On a 3-4 développeurs qui travaillent sur le sujet de manière récurrente et qui sont animés par quelqu'un dont c'est le cœur de métier, qui est PM. Et qui, alors effectivement, moi je le nourris aussi, j'alimente avec ce que je comprends du marché. Mais donc voilà, donc c'est une vraie équipe dédiée à ces sujets-là, vraiment du paiement lié à la marketplace. Donc à nouveau, c'est un peu spécifique. Je pense que ça ne s'applique pas à toutes les sociétés qui nous écoutent, mais pour nous, en tout cas, c'était clé. Ok. Est-ce qu'il y a, tant qu'on est sur les sujets outils, d'autres outils dont tu es fan, que tu utilises régulièrement dans ton pôle finance chez Evaneos? Pôle finance. Je
J'ai un petit fait, mais parce que je pense qu'on était parmi les premiers users, finalement, on l'a gardé dans le temps, qui est l'outil qui est Spendesk, honnêtement, qui est un bon outil. En tout cas, qui correspond bien à ce qu'on cherchait. Je pense qu'il a permis surtout, je trouve, c'est ce que souvent les outils financiers ont du mal à être adoptés par un échantillon assez large de personnes en interne. Oui. Et je trouve ce qui nous a permis, nous, de déployer Spendesk et d'en faire l'outil numéro 1, enfin le seul outil finalement pour la collecte de 100% de nos factures fournisseurs. C'est le fait que finalement en interne, pour les users, pour quelqu'un de l'équipe marketing, de l'équipe commerciale, du service client, voilà, on a finalement nos 180 évanéociens qui sont sur l'outil et qui peuvent facilement y mettre leur facture, plus quelques informations un peu financières pour savoir à quoi correspond cette facture, où est-ce que je dois l'imputer. Et donc finalement, on a mis un petit peu l'opérationnel, on lui a mis un petit pied dans le système comptable, gentiment, avec une interface adaptée. Et je trouve que du coup, ça facilite pour nous finalement l'intégration dans la comptabilité, le pilotage financier aussi. Donc je pense que c'est un peu ça. Je pense que la clé, c'est de trouver des outils finance qui soient pas des outils de pur financier. Sinon, on a du mal à embarquer les équipes dessus. Et donc, des outils qui permettent de bien communiquer entre les équipes transverses et puis l'ensemble des métiers en interne. Ouais, c'est trop bien parce que ça te permet à toi, équipe finance, d'embarquer toutes les équipes opérationnelles sur les enjeux finance dans une certaine mesure, évidemment. Et puis, à l'inverse, en faisant ça, eux, ils t'aident, ils te prémâchent une partie du travail d'identification analytique comme tu disais, à quoi correspond cette facture. Et tu as aussi des logiques de workflow, de validation, de tel opérationnel qui veut faire valider le paiement de telle facture à son manager, etc. Ça vous l'utilisez aussi. On l'utilise. Alors, il y a déjà des process de budget, de forecast qui existent bien pour valider les grandes enveloppes. Et après, effectivement, à l'engagement de la dépense, ils suivent un circuit d'engagement qui marche bien, mais à la fois tout est dans l'interface et du coup, je trouve qu'il y a une bonne fluidité là-dessus. Et donc voilà. Après, il faut rester vigilant. Les outils évoluent très vite. Donc nous, on est en veille permanente finalement sur qu'est-ce qui se fait de bien. On aime bien regarder des sociétés qui sont un peu plus grosses que nous, qui ont peut-être quelques années d'avance. Et qui ont peut-être fait des choix. Je me souviens que dans mon parcours, ça m'a beaucoup aidé de parler finalement des sociétés légèrement plus grandes que nous, quelques années d'avance, et finalement qui avaient toujours des bons insights sur qu'est-ce qu'ils avaient mis en place, comment ça fonctionnait. Voilà, moi j'encourage à parler avec un maximum de personnes de l'écosystème parce que ça enrichit beaucoup la discussion, le regard et la veille sur les bons outils du marché. Ouais, c'est ce que je dis souvent dans ce podcast. Aucun CFO ou quiconque d'ailleurs n'est omniscient sur quelque sujet que ce soit. Donc c'est important de rester acculturé pour comprendre qui fait quoi et puis essayer de. Enfin, c'est du temps précieux que tu peux gagner en fait si tu peux capitaliser sur le benchmark qui a été fait par quelqu'un d'autre. Évidemment, c'est du temps que toi tu passeras pas à faire ce benchmark en l'occurrence. Et puis qui a vécu la période de benchmark, puis d'intégration aussi. Parce que il y a des outils qui ont l'air très beaux comme ça quand on est dans la démo. Après, là, en réalité, quand l'intégration se passe, l'onboarding, on peut voir des zones de friction. Donc voilà, je pense que c'est pas mal d'avoir le recul de personnes qui ont fait le benchmark et qui ont intégré des outils, qui l'utilisent au quotidien et qui ont des vrais retours d'expérience après quelques mois d'usage. Ouais, ok. Donc, si je résume, vous utilisez donc, Spendesk pour la partie achat, fournisseur, votre back-office interne pour la partie facturation client. Tout ça, ça remonte en comptabilité dans Cegid. Dans Cegid, exactement. Cegid qui était l'outil de notre expert comptable historique, mais finalement qu'on a préservé pour l'instant. On a gardé. Quel outil? Parce que Cegid, il y en a pas mal. Bon, peu importe. Coupé. Ok. Ok, c'est Cegid. Et ensuite, tu utilises certains outils de dashboarding, data visualisation. Donc, tu as cité Looker, Google Sheet, évidemment. Exactement. Exactement. Et encore beaucoup sur la partie contrôle-gestion, finalement, encore beaucoup de Google Sheet, notamment dans les exercices de budget, de forecast. Qui permettent à l'ensemble de l'entreprise de travailler sur ces sujets-là en asynchrone et finalement, à la fin, en quelques jours, de sortir des éléments très fiables. Je pense qu'il faudra un jour qu'on s'équipe quand même d'un outil.
Vous faites un exercice, donc vous faites un forecast. Ouais. Vous faites derrière un exercice de actual versus expected Tout à fait. sur le forecast. Ouais. Et du coup, l'actual, le réalisé, il vient d'où? C'est quoi l'input? L'input, c'est au moment de notre clôture mensuelle Ouais. de la comptabilité, finalement, quelques jours après à la fin du mois, saisie de l'ensemble des factures internes et puis sortie d'un compte de résultat qui permet d'actualiser nos chiffres réels Mm. et de reforecaster régulièrement ce qu'on va faire jusqu'à la fin de l'année. Ok, super clair. Bah, on a un beau panorama de la stack, en tout cas, même si je comprends que tu es toujours en veille et elle est toujours susceptible d'évoluer. Ok, bah pour terminer, j'ai simplement envie de parler un peu de le futur, la vision. Donc Evaneos, fondé en quelle année, tu m'as dit? 2009. 2009. Toi, tu as rejoint en 2014. Il y a eu plusieurs tours de table. Aujourd'hui, je comprends que Evaneos est une société profitable. Concrètement, c'est quoi la suite? C'est quoi la vision pour les années à venir? La vision, je pense, c'est de continuer. On a réussi en France à être leader finalement sur le voyage sur mesure à travers notre modèle de marketplace. L'ambition, c'est de poursuivre ce chemin-là. Et on est sur la bonne voie sur les différents marchés européens. On est déjà implanté. Et après, je pense qu'il y aura une vision. Enfin, la vision, c'est de continuer cette expansion internationale. Donc, probablement en allant dans d'autres, sortant un peu des frontières européennes, pour Ok. aller dans d'autres zones. Tout aussi dynamique. Et voilà, donc ça c'est sur la partie expansion internationale, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est sur la partie tech. On a un vrai ADN tech. On a une équipe tech d'une plus de 50 personnes. Et forcément, l'IA vient transformer aussi notre métier. Ouais. Et donc l'idée, c'est de rester un des leaders et d'accroître notre leadership grâce à la techno, notamment à travers le SaaS. Le SaaS, c'est l'outil qu'on met à disposition de nos agences locales qui vont traiter l'ensemble des demandes de nos voyageurs. Et cet outil qu'on a développé aussi en propre, en interne, est une vraie force demain pour gagner en efficacité dans le modèle, peut-être ouvrir ce SaaS de manière un peu plus large. Donc, c'est des projets qu'on a dans les cartons. Voilà. Et puis, bah, forcément, on est une société qui est détenue en partie par des fonds d'investissement. Donc, il y a des opérations régulièrement au capital. Donc, voilà un peu les prochaines étapes pour Evaneos. Ok. Encore plein de beaux projets et a priori une très belle trajectoire. Merci beaucoup, Merci François, c'était un Benoît. plaisir d'échanger aujourd'hui. Bah, de même, merci. C'était vraiment super intéressant de pouvoir rentrer dans le détail, décrypter un peu tout le modèle économique et les spécificités finances d'une boîte comme Evaneos. Donc, un grand merci à toi d'être venu te livrer. À bientôt. Merci François. À bientôt.